Écoutez, merci beaucoup de votre dans un tel public et dans un si beau lieu. En effet, je vais parler de deux sûretés nouvelles. Je dirais même que c'est l'innovation la plus importante de l'ordonnance du 15 septembre 2021 en matière de sûreté immobilière, évidemment, puisqu'en matière de garantie personnelle, c'est la réforme du cautionnement qui était au devant de la scène. Mais sur le terrain des garanties immobilières, l'ordonnance du 15 septembre 2021, dont on parle ce soir, clairement, a fait sensation en consacrant deux figures dont on parlait depuis longtemps, la cession de créance de droit commun à titre de garantie, la cession de somme d'argent à titre de garantie. On me donne 1 heure pour en parler. C'est peu et beaucoup à la fois, tout dépend du degré de détail dans lequel on peut rentrer. Je vous propose que je brosse les grandes lignes et puis pour vous sur une discussion ensuite, ce sera plus intéressant, je pense, de procéder comme ça. Donc, je commence par un monologue, mais notez bien tous les points sur lesquels vous voudriez engager la discussion, j'en serais ravi. Alors, je commence par dire que l'idée de céder des créances ou de l'argent en titre de garantie, ça ne date pas de l'ordonnance du 15 septembre 2021. Même si on a deux nouveaux régimes, cette idée-là, elle est ancienne. Je pourrais citer pour les créances une loi que vous connaissez tous, dont on fêtait le 40e anniversaire il y a peu, la loi Dailly, qui a fait ses preuves et on a peu besoin d'y revenir. En matière de somme d'argent, on avait aussi des outils qui existaient, soit à la faveur de textes spéciaux. Regardez la directive collatérale qui a introduit un régime des garanties financières en droit français et qui permet l'aliénation en propriété d'une somme d'argent en garantie de ses obligations un peu particulières. Puis on avait aussi en matière de somme d'argent ce qu'on appelait le gage espèce, on va en reparler, vous savez très bien ce que c'était, ni comment ça fonctionnait, mais enfin, ça fonctionnait. Ça fonctionnait, si bien que la chose dont on parle ce soir existait déjà. Pour autant, et j'en viens à mon sujet, la réforme de 2021 est très utile sur ces deux domaines, de la cession de créance et de la cession de somme d'argent. S'agissant de la cession de créance, pourquoi est-ce que c'est très utile cette ordonnance du 15 septembre 2021? Mais tout simplement parce que, et là je parle à l'ancien président de la chaîne commerciale qui est à l'origine de cet arrêt, vous me détrompez, mais je crois bien que c'est sous votre présidence que cet arrêt avait été rendu. La Cour de cassation a dit, c'était le 19 décembre 2006, qu'en dehors des textes particuliers qui permettent de réaliser une cession de créance à titre de garantie, eh bien, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de salut. Autrement dit, il faut se raccrocher à un modèle connu. Et la Cour de cassation ainsi avait déqualifié, si j'ose dire, ou disqualifié une cession de créance à titre de garantie que les parties avaient entendu faire prospérer en dehors de tout fondement textuel, sinon le droit commun, sinon le code civil. Et la Cour de cassation, alors, elle ne s'est pas rendue très populaire en disant ça, mais j'étais un des rares défenseurs, alors je le dis sans problème, puisque dans ma thèse, vous en parliez, je défends cet arrêt, je suis un de ses rares adorateurs. Tout le monde a dit que c'était une décision, je cite Laurent Inès, manque d'audace technique, vilain arrêt, regrettable solution, parfaitement déplorable, désarçonnante, etc. Et pourtant, il y avait une raison très valable de dire cela, c'est que la règle du jeu en matière de crédit, quand un débiteur ne paye plus ses créanciers, c'est la répartition égalitaire de ses actifs entre tous ses créanciers, de sorte que si l'un veut être préféré aux autres, il faut que la loi lui en ait donné la permission, soit qu'elle l'arme d'une sûreté elle-même, c'est les sûretés légales, soit qu'elle permette au débiteur de des sûretés, mais dans la limite qu'aura fixé le législateur. Ça, c'est les sûretés conventionnelles, mais elles n'existent pas sans texte. Donc, ça paraît une position très liberticide, mais elle a pour elle d'excellents arguments. Et donc, voilà l'apport de l'ordonnance du 15 septembre 2021. En dehors du DAI, si on n'entrait pas dans le champ d'application du DAI, on ne pouvait pas faire de cession de créance à titre de garantie sur le fondement du droit commun. Désormais, c'est permis. Désormais, c'est possible, comme c'est possible dans de nombreux pays d'Europe et hors de l'Europe. Donc là, pour le coup, c'est une innovation tout à fait considérable. On va y revenir. Et deuxièmement, l'ordonnance de 2021 est utile sur le terrain de l'aliénation des sommes d'argent à titre de garantie. Pourquoi? Mais parce que, je le disais à l'instant, on bricolait le gage espèce, on ne savait pas trop comment l'appeler d'ailleurs. Alors, dans le cadre des travaux auxquels j'ai participé, je préfère le dire d'emblée, j'étais membre de la commission Grimaldi à l'origine de l'ordonnance du 15 septembre 2021. On s'est fait communiquer toute une série de contrats quand même, pour légiférer un peu sur des choses concrètes. On était frappé de constater que la plupart, c'est des banques qui nous ont envoyé ça, et la plupart des contrats n'avaient pas le même intitulé, n'obéissaient pas à la même philosophie. Ça prospérait dans une certaine pagaille. Il n'y avait pas d'incident majeur, hein, ça paraissait fonctionner avec un débiteur in bonis comme avec un débiteur en procédure collective, mais enfin, au moins désormais, on a clairement un texte qui a le mérite, on va y revenir, d'ancrer cette sûreté, la cession de somme d'argent à titre de garantie, sous le modèle, non pas du gage,
et feu le gage espèce. N'en parlons plus. Le gage espèce, c'était une appellation qu'on s'était hasardé à donner à une sûreté à l'époque où précisément on nous dit toujours pas de sûreté sans texte. Alors, créer une cession de somme d'argent de toute pièce, il fallait la rapprocher à un modèle connu. On s'était dit que le gage, c'est la sûreté mobilière de droit commun. Après tout, ça fonctionne. Et comme ça porte sur une chose fongible, de l'argent, qu'on remet au créancier, par l'effet de la fongibilité, ça justifie un effet translatif. Et donc, on avait une figure un peu curieuse, un gage que certains appelaient irrégulier, comme on a des dépôts irréguliers quand ils portent sur des choses fongibles, comme on a un usufruit qui devient un quasi-usufruit quand ils portent sur ce type de choses. Et là, on avait un gage irrégulier, translatif de propriété. Mais enfin, on s'en sortait comme ça. Désormais, terminé, feu le gage espèce et vive la cession de somme d'argent à titre de garantie qui est traitée dans le Code civil dans une section qui s'appelle la propriété cédée à titre de garantie. Alors désormais, c'est tout à fait clair. Dans le chapitre des sûretés mobilières, la cession à titre de garantie, c'est 3 choses. C'est sous section 1, ce qui existait déjà, la fiducie à titre de garantie, la grande fiducie, celle qui a été créée en 2007, celle qui suppose un fiduciaire habilité, si j'ose dire, un patrimoine d'affectation, une comptabilité, etc. Et puis à côté de cette grande figure, la fiducie à titre de garantie, on a 2 nouvelles sections. La cession de créance à titre de garantie, je vais commencer par elle, et puis la cession de somme d'argent à titre de garantie, je continuerai par elle. Donc, je vous propose qu'on attaque tout de suite par la première de ces 2 sûretés, la nouvelle cession de créance à titre de garantie. Et je vous propose qu'on en aborde 3 aspects les plus intéressants au plan pratique. En tout cas, le domaine d'abord, son fonctionnement ensuite, et puis son efficacité. On va essayer de la mettre à l'épreuve du feu, un peu cette une procédure collective et si elle est moins ou plus efficace que d'autres sûretés sur créance. Alors, je commence par le domaine de la cession de créance à titre de garantie. Je vais être très bref puisqu'on est dans le Code civil, il ouvre ses bras à tous, le Code de tous les Français. Du coup, cette cession de créance à titre de garantie, elle est parfaitement polyvalente. Lisez plutôt l'article 2373 du Code civil qui en donne la définition. On nous dit, je cite, la propriété d'une créance peut être cédée à titre de garantie d'une obligation. Donc, c'est n'importe quelle créance qu'on peut céder. Ça peut être entre n'importe quelle partie et ça peut être en garantie de n'importe quelle obligation. C'est un outil parfaitement polyvalent. Et là, le contraste est frappant avec le DAI. Le DAI, c'est un régime conservé jalousement pour certains types d'opérations, puisque nous dit l'article L313-23 du Code monétaire et financier, pour faire un bordereau DAI, il faut que ce soit à l'occasion, d'une part, d'un crédit consenti par un établissement de crédit ou une société d'investissement, un emprunteur qui agit dans le cadre de son activité professionnelle et qui porte sur des créances détenues à titre professionnel par les débiteurs. Et donc, on voit bien que ces 4 conditions cumulatives dans le DAI laissent des trous béants dans la raquette, si je veux dire. Il y a plein d'opérations où le DAI serait très utile et où on ne peut pas l'utiliser. Supposer qu'on garantisse autre chose qu'un crédit, les banques de couverture le savent bien, les opérations de couverture, ce n'est pas des crédits, on ne peut pas faire du DAI, c'est fort incommode. Supposer qu'on cède des créances qui ne soient pas professionnelles, pas de DAI possible. Supposer qu'on cède à un interlocuteur qui n'est pas un interlocuteur bancaire, pas de DAI possible. Et enfin, ça, on l'a découvert, mais bien après la loi DAI. La loi DAI ne permet pas qu'on l'utilise comme un cautionnement réel, si j'ose dire. Il faut que le cédant des créances soit celui qui emprunte. C'est très incommode, ça. Pourquoi? Il n'y a aucune raison rationnelle, c'est juste que le texte est écrit comme ça et que la volonté du législateur soit faite. C'est ce que tout le monde dit. On applique rigoureusement le texte et donc on ne permet pas une cession par voie de bordereau DAI en garantie de la dette d'un tiers. Tout ça est très dommage. Et du coup, alors je reprends une expression que j'ai beaucoup aimée, avec l'ordonnance du 15 septembre 2021, on crée un régime, Philippe Dupichot a dit, c'est le DAI pour tous. Le service, c'est le DAI pour tous. Là, alors c'est pas un bordereau DAI, mais ça épouse la philosophie du DAI, vous allez le voir. Ça va être mon deuxième point, mais désormais, tous les opérateurs peuvent accéder à ce type d'outils, et c'est très bien ainsi. Alors justement, comment ça fonctionne? C'est mon deuxième point, comment cette cession de créance à titre de garantie fonctionne? Alors son fonctionnement, il s'appuie sur 2 séries de textes, et c'est assez intuitif quand on lit le nouveau régime, puisque premièrement, c'est ce que dit l'article 2373, on nous dit que la propriété d'une créance peut être cédée à titre de garantie par l'effet d'un contrat en application des articles 1321 en 1326. Ça, c'est la première série de textes pertinente. C'est tout simplement le régime de la cession de créance de droit commun. Le régime de la cession de créance de droit commun, alors là, il faut pédaler, je vais dire en sens inverse, de quelques mille articles
on va dans le titre 3 du livre 3 du Code civil, on est dans le droit commun des contrats, qui a été réformé, vous le savez, en 2016. Et à l'occasion de la réforme du droit commun des contrats en 2016, qu'est-ce qu'on a fait? On a modernisé les opérations sur obligation, on a créé la cession de dette, on a créé la cession de contrat, on a renouvelé la novation, la délégation, mais on a aussi totalement métamorphosé, modernisé la cession de créance, sans dire à l'époque, sans dire en 2016 qu'elle pourrait servir à titre de garantie. On a juste dit la cession de créance, dans les usages classiques qui sont les siens, cession de créance à titre de vente, à titre de donation, à titre d'apport à une société, etc., etc. Cette cession de créance, elle obéit depuis 2016 à des principes modernisés. Ben, c'est ces principes-là qu'on va retrouver ici lorsque cette cession de créance est utilisée à des fins de garantie. Là, il faut saluer, à une époque où le législateur bavarde beaucoup, l'économie de moyens employée par le législateur. Il crée une sûreté qui est la cession de créance à titre de garantie. Ben, il nous dit, on a quasiment déjà le régime, c'est le régime de la cession de créance de droit commun auquel il faut se rapporter. Et alors ce régime, on n'est pas là pour en parler à titre principal, mais en deux mots, sur quoi repose-t-il? Ben, sur la plus grande souplesse possible, puisque la cession est parfaite désormais par l'établissement d'un écrit, uniquement par l'établissement d'un écrit, et elle est efficace entre les parties comme à l'égard des tiers, c'est-à-dire des gens qui auraient des convoitises sur cette créance qu'on vient de céder, un cessionnaire, un deuxième cessionnaire en date, un saisissant, un usufruitier, une procédure collective, ben, tous les tiers à qui pourrait nuire cette cession, on nous dit qu'elle leur est opposable à la date de la cession, sans aucun formalisme quelconque. Il en est fini de l'article 1690 du Code civil, une époque où il fallait signifier la cession par acte huissier au débiteur cédé. Donc, une cession parfaite par l'établissement d'un écrit, opposable entre les parties et erga omnes dès la date de l'acte, qu'on rend opposable au débiteur de la créance cédée par une simple notification sans contrainte particulière, et dont la preuve de la date est libre. C'est-à-dire que le cessionnaire, si on le critique quant à une possible antidate, il peut prouver librement la date. Il n'y a pas d'exigence ici de date certaine, ce qui fait qu'on est en face d'un outil extrêmement souple, extrêmement efficace. Alors, j'ajoute simplement, avant de vous dire en quoi on a ajouté quand même quelques règles à ce socle commun, à ce socle de la cession de créance de droit commun, peut-être deux observations ultimes sur l'application de cette première strate de règles. Premièrement, l'ordonnance du 15 septembre 2021, je vais y revenir, a saisi l'occasion, alors là le législateur, on en avait parlé avec le ministère de la Justice, je crois, a été un tout petit peu au-delà de ce que lui permettait l'habilitation, puisqu'on lui disait qu'il faut créer une nouvelle sûreté. On en a profiter pour corriger un tout petit peu le régime encore tout frais de la cession de créance de droit commun. À quel niveau? C'est l'ancien article 1323 alinéa 3 qui contrariait tout le monde. Ce texte disait « Le transfert d'une créance future n'a lieu qu'au jour de sa naissance, tant entre les parties que vis-à-vis des tiers ». Alors ça, c'était vraiment embêtant comme règle, puisque d'un côté, on nous disait « La cession est efficace dès la date de l'acte », c'était parfait, opposable à tous dès la date de l'acte. Donc, on a essayé une opposabilité au tiers à la date de l'acte, y compris pour des créances futures. Et quelques textes plus loin, on dit le contraire, on dit qu'on transfère une créance future, la cession n'a d'existence qu'à compter de la naissance de la créance. Donc, s'il arrive un événement néfaste entre la date de la cession et la date de la naissance de la créance cédée, typiquement une procédure collective, on pouvait craindre qu'elle soit prise dans la nasse de la procédure. Ce texte est biffé. C'est très bien ainsi, on l'a supprimé, et vous allez voir, c'est une bonne nouvelle en demi-teinte. Il y en a une très mauvaise qui arrive, c'est qu'on a supprimé ce texte en droit civil, on a dit tout le contraire dans le code de commerce. J'y arrive dans un instant, ce qui est assez dommage. Donc, ça, c'était une première remarque. Une deuxième remarque, je le dis parce que je sais qu'il y avait des interrogations là-dessus. On applique le droit commun de la cession de créance à cette nouvelle sûreté, qui est une cession de créance à titre de garantie. Attention, on n'applique pas les règles qui sont propres à la vente de créance. Je veux parler ici du retrait litigieux. Quand je vends une dette litigieuse que j'ai contre mon débiteur, il peut la racheter à certaines conditions. Ça fonctionne que quand on vend la créance. Quand on cède une créance à titre de garantie, il n'y a pas de prix qui puisse donner lieu à un rachat par le débiteur et à un retrait litigieux. Allez, je ferme la parenthèse. Je le disais en passant parce que je sais que la question se pose parfois. Donc, mon régime de la cession de créance à titre de garantie repose sur le droit commun de la cession de créance, auquel on vient ajouter tout de même quelques dispositions. Alors, il y a trois règles tout à fait compréhensibles, trois règles qui ajustent cette mécanique de droit commun à sa fonction de sûreté. La première, c'est une règle de forme. On savait déjà qu'il fallait un écrit à peine de nullité pour la cession de créance. On vient préciser que, c'est l'article 2373-1, les créances garanties et les créances cédées
sont désignés dans l'acte. Oui, évidemment, on est face à une sûreté conventionnelle, il y a un principe de spécialité, il faut indiquer quelle est l'assiette et quelle est la créance en garantie de laquelle cette assiette est affectée en garantie. Première règle qui coule de source. La deuxième règle, c'est la question du sort des sommes payées aux cessionnaires lorsque la sûreté a été constituée. Alors, c'est une question qui n'est pas évidente, mais sur laquelle on a un peu de recul, puisque le problème se pose de la même manière dans le nantissement de créance. Quand je nantis une créance en garantie d'une obligation que j'ai à l'égard d'un prêteur, par exemple, la question de savoir que doit faire le prêteur de la somme que j'ai nantie à son profit, elle n'était pas évidente. Et alors, dans le régime du nantissement de créance, depuis 2006, cette fois-ci, depuis 2006, la première grande réforme des sûretés, on distingue suivant la date respective de la créance nantie et de la créance garantie. On a repris exactement le même logiciel, presque mot pour mot, dans la cession de créance à titre de garantie, ce qui fait que c'est très simple. Soit, prenons un banquier qui prête de l'argent en garantie et se voit céder en garantie des créances, une créance donnée. Bon. Soit la créance garantie, mon prêt bancaire, est échu le premier. Si la créance garantie par la sûreté est échue la première, dans ce cas, le créancier, lorsque la créance qui lui est cédée est mûre pour être payée, il en poursuivra le recouvrement et il imputera immédiatement les sommes sur ce qui lui est dû au titre de l'obligation garantie. Tout ça est très simple, c'est ce que dit l'article 2373-2. Les sommes payées aux cessionnaires au titre de la créance cédée s'imputent sur la créance garantie lorsqu'elle est échue. Ça s'entend très bien. Dans le cas contraire, ça c'est la deuxième hypothèse, si maintenant c'est la créance cédée qui arrive à maturité la première, la créance cédée est en état d'être payée, à qui? Au cessionnaire. Sauf que le cessionnaire, le constituant, lui doit pas encore d'argent. C'est-à-dire qu'il y a une obligation garantie, mais cette obligation garantie-là, elle n'est pas exigible. Dans ce cas, on nous dit que le cessionnaire encaisse les sommes, mais il les conserve. Il ne doit pas les imputer sur un montant qui ne lui est pas encore dû. Il les conserve. Alors, il les conserve dans quelles conditions? Et là, il y a un renvoi très intéressant, dans les conditions d'une cession de somme d'argent à titre de garantie, l'ancien gage espèce. Là, il y a un très intéressant fait entre les deux sûretés dont il est question ce soir. On nous dit qu'une cession de créance à titre de garantie qui porte sur une créance qui est échue la première, va muer en une cession de somme d'argent à titre de garantie. On a une continuité très bienvenue entre les deux régimes. Notez que on a fait une passerelle entre la cession de créance de droit commun à titre de garantie et cette nouvelle cession de somme d'argent à titre de garantie. On n'a pas fait la même passerelle pour le DAI. Dans le DAI, il y a la même question, exactement la même question. Quand les créances cédées par bordereau DAI sont arrivées à maturité, le cessionnaire les encaisse. Qu'est-ce que ça devient? À mon sens, ça devrait devenir une cession de somme d'argent à titre de garantie. La passerelle devrait jouer aussi. Elle n'est pas inscrite dans les textes. On n'a pas modifié le code monétaire et financier. Il y a toutes les raisons de raisonner de la même manière. Et puis, il y a une troisième règle qui adapte ce droit commun de la cession de créance à sa fonction de sûreté. Elle est évidente. C'est que lorsque l'obligation principale est payée, la créance qui avait été cédée à titre de garantie, elle est rétrocédée, si j'ose dire, au constituant. Comment? Mais on n'a pas à faire un formalisme quelconque ici. Elle est rétrocédée automatiquement. La Cour de cassation l'avait déjà dit à propos du DAI. On a repris la même règle. Sur le fonctionnement, j'espère que c'est clair, mais on n'est pas du tout dérouté, en fait. Ça fonctionne comme le DAI, au fond, ça fonctionne vraiment comme le DAI, le formalisme en moins. Du coup, il me reste un dernier point à voir ensemble, c'est l'efficacité de ce nouvel outil. Est-ce que vraiment il tient la route? Est-ce qu'il est propre à sécuriser les opérateurs? De prime abord, on peut se dire que ça va très bien fonctionner. Pourquoi? Mais parce qu'on a un régime de constitution des plus souples, un formalisme extrêmement léger, qui nous dispense d'avoir à souffrir les inconvénients de la grande fiducie, avec des fiduciaires triés sur le volet, un patrimoine d'affectation, une comptabilité. Donc, on a un outil qui est extrêmement simple à constituer et qui a un effet translatif très, très efficace sur le papier, puisque la créance quitte le patrimoine du constituant, ce qui fait qu'elle échappe désormais aux appétits concurrents de ces autres créanciers ou d'une posture collective. Donc, sur le papier, si j'ose dire, ça va très bien fonctionner. Maintenant, on va essayer d'entrer un tout petit peu dans le détail des choses et je vais un peu nuancer ce jugement. Pardon, je suis plutôt un naturel optimiste, mais là, je crains qu'il faille quand même se dire les choses. Je vais comparer ce nouvel outil avec deux figures. Le nantissement de créance qui avait été rénové en 2006 et qu'on a encore rendu plus énergique en 2021. Et je vais comparer aussi ce nouveau régime avec la cession d'AI. Bon. Et j'ose faire une gradation. Je crois que sur le podium, en premier, c'est la cession d'AI. Malgré tout, je vais vous dire pourquoi.
En deuxième, on a la nouvelle cession de créance à titre de garantie. Et au troisième place, le nantissement de créance. Je vais vous dire les raisons de ce classement. La cession d'AI, je commence par elle. Au fond, je ne lui trouve qu'une infirmité par rapport à la nouvelle cession de créance de droit commun. Un inconvénient, c'est son formalisme. C'est-à-dire que la cession d'AI, faut vraiment la rédiger, le bordereau, il faut le rédiger avec le code monétaire et financier ouvert sur son bureau, parce que les erreurs sont durement sanctionnées par les juges. Là, pour le coup, on applique sévèrement le formalisme. Ce qui est assez paradoxal, c'est qu'au départ, on avait prévu la cession d'AI quand on l'a créé comme quelque chose de beaucoup moins formaliste que la cession de droit commun à l'époque où on était sous la tyrannie de l'article 1690, et aujourd'hui, par un retournement du sens de l'histoire, ça devient un régime plus formaliste. Est-ce que c'est grave, cette première infirmité? Je vais dire non, parce qu'on sait les faire, les bordereaux, maintenant, il y a moins de casse qu'autrefois. Et deuxièmement, même si on a une absence, qu'on oublie un mot dans l'intitulé, qu'on oublie de viser les textes, etc., la loi d'AI indique quand même, et c'est toujours le sens du code monétaire et financier, que le type dans lequel une des mentions, cette fameuse mention obligatoire, ferait défaut, ne vaut pas comme acte de cession de créance professionnelle. D'accord, il ne vaut pas cession d'AI, mais il vaut quand même quelque chose peut-être. Et précisément, le nouveau régime tend ses bras pour accueillir une variété déclassée de cession de créance qui serait un DAI dont on aurait oublié telle ou telle formalité. Donc, au fond, c'est une infirmité, mais qui est pas extrêmement grave. Maintenant, et à l'avantage du DAI, j'ai au moins 5 supériorités que j'aimerais livrer, qui sont d'inégale valeur. Je commence par les choses les moins signifiantes, et puis pour terminer par ce qui est le plus lourd. Premièrement, dans le DAI, on a une garantie solidaire du cédant quant au paiement de la créance cédée. Ça, c'est de plein droit. Dans le DAI, on vous dit que, sauf convention contraire, le signataire de l'acte de cession est garant solidaire du paiement des créances cédées. Dans le régime de la cession de droit commun des créances, on est garant, sauf clause contraire, que de l'existence de la créance cédée. C'est quand même une différence. C'est quand même une différence. On pourra creuser cette différence parce qu'elle nous amènerait un peu trop dans le détail à ce stade, mais je suis tout à fait à votre disposition pour en parler davantage si ça vous intéresse. La deuxième différence, c'est sur l'opposabilité de la cession au CD. À partir de quand, officiellement, le CD change de créancier? C'est une question très importante, évidemment, pour le paiement. Entre quelles mains est-ce que le débiteur CD va se libérer? Mais c'est une question surtout importante sur le terrain de l'opposabilité des moyens de défense. Parce que si le cédant, je transmets une créance que j'ai contre un débiteur, joue les généreux avec ce débiteur en lui consentant une remise de dette ou une prorogation du terme, etc., ça, c'est des moyens de défense qui restent invocables par le CD tant que le changement de créancier ne lui est pas opposable. Donc ça, c'est une question fondamentale. Quand est-ce que le changement de créancier est opposable au débiteur cédé? Dans le régime de la cession de créance de droit commun, la réponse est simple, c'est à compter de la notification. Avant la notification, des mesures malvenues du cédant qui viendraient modifier les paramètres de cette créance en prorogeant le terme, en accordant une remise, le débiteur cédé pourrait s'en prévaloir à l'égard du cessionnaire si toutefois la cession n'était pas encore opposable, au moment où ces mesures lui ont été consenties. Dans le DAI, alors tout ça, c'est des débats doctrinaux, mais je crois que là, aujourd'hui, il y a une unanimité qui se fait pour dire que dans le DAI, la cession DAI, elle est opposable, y compris au débiteur cédé, à sa date, tout de suite. Alors évidemment, le débiteur cédé n'est pas ultra lucide, il ne peut pas deviner qu'il doit payer un cessionnaire si on ne l'a pas indiqué. Donc, il y a un moyen de défense qui continue de pouvoir opposer, c'est le paiement qu'il aura fait entre les mains du cédant, et tous les autres moyens de défense, tirés notamment d'une remise de dette ou d'une prorogation du terme, on estime que, même s'ils ont été consentis par quelqu'un qui avait tous les atours d'un créancier, le créancier d'origine, alors même que notre débiteur cédé n'est pas au courant qu'il y a eu une cession d'AI, on estime que c'est une moyen de défense qui lui échappe. C'est quand même bon, allez, vous allez me dire que c'est une toute petite différence, mais elle peut avoir son importance tout de même. Je poursuis avec des choses peut-être plus importantes. La Cour de cassation a dit, c'était plus sous votre présidence, le 11 octobre 2017, elle a dit, alors là, sans vraiment s'en expliquer, elle a dit que dans le DAI, si on a alors c'est une affaire qui mêlait Air France à l'un de ses créanciers, Air France avait l'habitude de stipuler les créances incessibles, en disant mais moi je connais un créancier, je ne veux pas en connaître d'autres, et puis avec de mauvaises expériences avec des sociétés de recouvrement m'ont fait dire que je préférais traiter et parler avec le débiteur d'origine. Sauf que avec le créancier d'origine, pardon. Sauf que l'un de ces créanciers d'Air France cède sa créance dans le cadre de l'opération d'affacturage, il cède sa créance à un établissement et Air France oppose au cessionnaire la clause d'incessibilité en disant mais
dans l'acte générateur, la créance n'est pas cessible. Cette cession ne vaut rien. Elle est nulle. La Cour de cassation dit ce type d'exception, dans le DAI, on ne peut pas s'en prévaloir. Le cessionnaire ne peut pas se voir opposer par le débiteur cédé le fait que la créance était soumise à une clause d'accessibilité, à une clause d'agrément, etc. On ne s'explique pas techniquement cette décision, sinon que le DAI, ça doit fonctionner. Et ça ne fonctionnerait pas si celui qui se fait céder des centaines de créances devait éplucher les centaines de contrats générateurs. C'est un peu une explication d'opportunité. Notons que la clause est tout de même rare, puisque vous savez que dans les relations d'affaires, L442.3 du Code de commerce voit dans ces clauses qui limitent la cessibilité des créances des pratiques restrictives de concurrents. Donc, en principe, elles n'ont pas vocation à prospérer, ces clauses-là. Mais dans les rares cas où elles pourraient prospérer, elles sont inefficaces si on cède la créance par voie d'AI. Elles devraient garder leur efficacité si on cédait par voie de droit commun. Allez, deux dernières différences. La quatrième, j'insiste pas, on y reviendra si vous le voulez. Dans le DAI, on nous dit que le débiteur cédé peut accepter la cession et donc renoncer au bénéfice du porteur du bordereau, au bénéfice de la banque cessionnaire des créances, il peut renoncer à se prévaloir des exceptions. Alors, c'est un mécanisme sur lequel on a beaucoup discuté. Est-ce que c'est une renonciation à des moyens de défense? Est-ce que c'est un engagement nouveau qu'il souscrit à l'égard du banquier? Peu importe, en tout cas, c'est un mécanisme qui fonctionne. Point d'interrogation sur la cession de droit commun. Est-ce qu'on a le droit de faire ça, de répliquer ce mécanisme-là sur le terrain de la cession de droit commun? Je pense que oui. Mais à la force de l'argumentation, on peut y arriver. On en reparlera si vous voulez. Mais enfin, c'est une différence sur le papier qui paraît exister. Allez, j'en termine avec la différence massive. La voici, c'est en cas de procédure collective. Deux périls menacent une cession de créance en cas de procédure collective. En tout cas, si la cession est antérieure au jugement d'ouverture. Après, on ne peut plus en faire, mais avant, si on a consenti une cession de créance et que le cédant tombe en faillite, deux risques, la nullité de la période suspecte et l'impossibilité de se prévaloir de la cession dans le cadre de la procédure collective. Premier danger, nullité de la période suspecte, vous allez voir que face à ces deux périls, le DAI est mieux loti que la cession de droit commun. Nullité de la période suspecte, je pense évidemment aux nullités de plein droit qui visent les sûretés consenties à la hâte par un débiteur sur le point de sombrer en garantie de passif antérieur. C'est les sûretés pour passifs antérieurement contractés jusqu'à l'ordonnance du 15 septembre 2021. Vous savez qu'il y en a eu deux ordonnances. Je parle de celle qui a réformé le droit civil, mais il y en a une au même moment qui a réformé le livre 6 du Code de commerce, les procédures collectives. Jusqu'à l'ordonnance du 15 septembre 2021, le DAI résistait outrageusement à cette règle, puisque la Cour de cassation disait, arrêt des années 90, en arrêt de 96, elle disait, mais la nullité des périodes suspectes, ces fameuses sûretés pour dette antérieurement contractée, le texte vise les nantissements et hypothèques. La cession d'AI, même à titre de garantie, c'est ni un nantissement ni une hypothèque. Même si donc on réalise une telle cession pour dette antérieurement contractée, en garantie d'une dette antérieurement contractée, ça ne tombait pas sous le coup de la nullité de plein droit. Alors, on a corrigé cette anomalie dans le nouvel article L632-1, puisque désormais, c'est toute sûreté réelle conventionnelle pour dette antérieurement contractée qui tombe sous le coup de la nullité de plein droit. Donc là, pour le coup, on a élargi le spectre, mais en même temps qu'on élargissait le domaine de cette nullité de plein droit, on en a retiré, du champ d'application élargi de cette nouvelle règle, eh bien, je cite, la cession de créance prévue à l'article L313-23, notre cession de DAI, intervenue en exécution d'un contrat cadre conclu quant à lui avant la date de cessation des paiements. Autrement dit, j'ai un contrat cadre en vue de remise de bordereau, comme c'est souvent l'usage, entre un débiteur à l'époque in bonis et un établissement bancaire. Si je fais des remises et que, avant les dernières remises, je tombe en état de cessation des paiements, les dernières remises pourront bénéficier de l'antériorité de la convention cadre. Ces dernières remises ne seront pas analysées comme de nouvelles cessions en garantie d'un passif antérieur. Bizarrement, on a utilisé une jurisprudence de la Cour de cassation, un critère fondé sur le contrat cadre, mais qui n'avait pas été fait pour ça. C'est vraiment la reprise d'une jurisprudence qui concernait les nullités facultatives. Nullité facultative, c'est tout autre chose. C'est le fait de contracter sciemment avec le débiteur en procédure collective et de s'exposer à une nullité facultative. On avait dit que c'est là où on avait fait une distinction avec la contrat cadre pour sauver le DAI de cette nullité facultative. Toujours est-il que vous le voyez, nullité de plein droit de la période suspecte, eh bien, le DAI a un traitement de faveur que ne connaît pas la cession de créance de droit commun à titre de garantie. C'est une première infériorité, me semble-t-il. Et toujours en matière de procédure collective, et voilà la grande affaire. Et bizarrement, on a eu un ministère très communicant, enfin très ouvert, transparent, mais cet arbitrage-là, c'est vraiment un arbitrage de la dernière minute qu'on n'avait pas vu venir. C'est le nouveau principe de non-accroissement de l'assiette. Alors j'en dis un mot, parce qu'il est très préoccupant.
en plus de toutes les atteintes qui vous sont familières et que souffre le créancier d'un débiteur en faillite, donc l'interdiction des poursuites, l'arrêt des paiements, l'arrêt du cours des intérêts, l'interdiction d'inscrire ses sûretés, etc. On ajoute un nouvel outrage au droit du créancier antérieur, c'est le principe du non-accroissement de l'assiette. Voilà comment la règle est libellée. Le jugement d'ouverture interdit de plein droit tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel, quelle qu'en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits. On ajoute une exception, un exemple, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant à un compte titre nanti. Alors cette règle, je pense qu'elle est la réponse à un traumatisme qui a été vécu par un tribunal de commerce que je ne citerai pas parce qu'on ne va pas faire de la publicité pour cette affaire, mais une affaire très médiatisée où une société holding qui devait des milliards d'euros à ses créanciers, il n'était plus capable de les payer, a bénéficié, enfin, avait constitué un nantissement de compte titres dont les titres en question, elle avait nanti des titres, qui étaient ceux que cette holding en faillite détenait dans une société opérationnelle de la grande distribution qui, elle, était en parfaite santé. Et dans le créancier bienheureux qui avait un nantissement de compte titre, grâce à la mécanique du compte titre, vous savez, la mécanique du compte titre, on peut ajouter des titres au compte, ça grossit, et tous les titres ajoutés sont réputés être nantis depuis la première heure, c'est-à-dire avant la procédure collective. Donc, on voyait une société opérationnelle prospérer et continuer à alimenter l'assiette d'un nantissement qui profitait qu'à un des créanciers de la procédure collective. On est à la barbe du liquidateur de tous les autres organes. On a dit c'est pas possible de continuer comme ça. Donc on a dit attention, quand vous avez une sûreté qui porte sur des actifs futurs, une sûreté qui porte sur une assiette qui est susceptible de croître dans le temps parce qu'on va y ajouter par un mécanisme valable en droit civil, on va y ajouter de nouveaux actifs, ça peut être la subrogation réelle, le jeu d'une universalité de fait, ou le jeu d'une cession de créance future, pourquoi pas. Chaque fois que vous avez une assiette qui est susceptible de croître et croître encore par l'effet de nouveaux actifs qui viendraient grossir l'assiette initiale, eh bien on vous dit que tous les nouveaux actifs qui tomberaient dans cette assiette après le jugement d'ouverture, ben, ils ne tomberont pas. Ils vont tomber dans le crédit chirographique, si j'ose dire, de l'entreprise. Ils vont profiter à tout le monde. Ils vont profiter au premier chef, si on est dans une sauvegarde ou un redressement, aux organes de la procédure pour essayer de relancer l'activité. Et en liquidation, ils profiteront à tous les créanciers pour les désintéresser de manière égalitaire. Alors, je viens à mon sujet. Le DAI échappe à cette règle. Le DAI est sauvé des eaux, puisque on vous dit que, toutefois, l'accroissement de l'assiette pourra valablement résulter d'une cession de créance prévue à l'article 313-23 lorsqu'elle intervient, on reprend la même technique, lorsqu'elle intervient en exécution d'un contrat cadre conclu avant l'ouverture de la procédure. Donc, c'est la même combinaison qui fonctionne ici. Contrat cadre avant l'ouverture, puis des bordereaux remis en exécution de ce contrat cadre. Ça continuera de fonctionner sans qu'on soit frappé par ce principe de non-accroissement. En revanche, si, confiant dans les nouveaux textes, je fais une cession civile de créances futures, d'un paquet de créances futures, certaines existent aujourd'hui, d'autres existeront demain. Avant que ces créances futures viennent à voir le jour, si une procédure collective est ouverte contre le constituant, alors le principe de non-accroissement de l'assiette aura pour effet que cette créance qui normalement devait naître dans le patrimoine du cessionnaire, échapper à la procédure collective, bien ne lui échappera pas et sera le gage de tous. Et donc évidemment, ça c'est une vraie difficulté. Alors ça va relancer un vieux débat sur la date de naissance des créances. Attention, je pense que ça ne concerne pas cette règle, une cession de créance unique, mais dont simplement les échéances sont reportées dans le temps. Si j'ai cédé une créance de loyer, par exemple, au profit de ma banque, sur un bail de 9 ans, mettons, et qu'au bout de 3 ans, le bailleur fait l'objet d'une procédure collective, cette créance-là, elle est d'un seul tenant, elle a une seule existence juridique, c'est un unique lien de droit, dont simplement l'échéance est repoussée dans le temps. Je ne crois pas qu'ici, il y ait matière à faire jouer ce principe de non-accroissement. En revanche, si j'ai cédé à la même banque toutes les créances de loyer présentes et à venir qui résulteront de tous les baux aujourd'hui et demain que je vais consentir sur l'actif que ce banquier a financé, là, en revanche, je m'expose pour les baux qui seraient conclus et qui feraient naître de nouvelles créances après l'ouverture, je m'expose à ce nouveau principe. Je crois que le temps file. J'avais prévu de comparer notre cession de créances à titre de garantie avec le nantissement de créances. On va laisser ça de côté. Je vais respecter le temps qu'on m'a assigné et puis on y reviendra si vous voulez dans le cours de la discussion. En gros, le nantissement, c'est moins bien que la cession, mais pour une raison intuitive que vous devinez, mais on pourra étayer le propos bientôt.
Je termine donc par la cession de sommes d'argent à titre de garantie. Il faut tout de même en dire un mot. Et je commence par dire que c'était un peu un outsider de la réforme, puisque quand on a commencé à travailler avec la commission présidée par Michel Grimaldi, elle n'était pas sur la feuille de route. Donc, clairement, il n'y avait pas de commande sur une cession de somme d'argent à titre de garantie. Il y avait une commande sur les sûretés monétaires, mais c'était une toute autre sûreté monétaire sur laquelle on nous avait alors demandé de réfléchir. C'était sur le nantissement de monnaie scripturale qui était conçu comme un nantissement non pas sur un compte qui fonctionne, non pas sur un compte, celui-là on le connaissait tous, le nantissement de compte, mais un compte qui continue de fonctionner, sur lequel il y a du crédit, du débit, qui continue à intervenir et qui se présente comme un nantissement de la créance de solde le jour où le compte sera clôturé. Non, on avait réfléchi sur un nantissement de monnaie scripturale entendu comme un compte au nom du constituant, mais bloqué, c'est-à-dire sur lequel il ne peut plus faire de mouvement, et donc une garantie tout de même plus ferme au profit du créancier. Mais alors, dans le cours des discussions avec notamment des banques et l'association Europlace, pour le coup, qui a beaucoup collaboré aux travaux, ils nous ont dit, mais en fait, votre nantissement de monnaie scripturale, on ne le voit jamais en pratique. C'est très rare. Là, vous allez offrir des textes sur un OVNI, une chose qu'on rencontre très peu, tandis qu'il y a une chose qu'on rencontre beaucoup et sur laquelle vous ne dites pas un mot, c'est le gage espèce. C'est le gage espèce. Mais ça ne voulait pas dire faites-nous un texte sur le gage espèce. C'est parce que sur le gage espèce, on se disait, mais au fond, on vit très heureux à l'abri des lois pour l'instant, ça prospère dans une certaine confusion, une certaine clandestinité, si j'ose dire. Et c'était peut-être, enfin, leur idée, c'était peut-être qu'on allait sortir de l'ambiguïté au détriment de ceux qui utilisent ces sûretés-là et qu'il valait peut-être mieux ne rien en dire. Bon, mais il n'en fallait pas plus pour que le ministère s'en saisisse. Et donc, ils ont été très contents d'y travailler. On les y a aidés, pardon. Et ça a donné donc ces nouveaux textes, 2374 à 2374, 6, dont la principale nouveauté, c'est qu'on rompt avec l'idée du gage. C'est fini de présenter la transmission d'une somme d'argent à titre de garantie comme une forme de gage irrégulier qui ne serait transféré à titre de propriété que par accident, que par le fait de la fongibilité de la monnaie. Désormais, c'est au premier chef une sûreté translative, c'est une cession que l'on décide, qui porte sur une somme d'argent qu'on peut conserver dans sa fongibilité d'ailleurs, mais qu'on peut aussi, vous allez le voir, décider d'isoler dans un compte en banque que le spécialement affecté, que le cessionnaire va ouvrir à cette fin. Bon, alors cette sûreté, je vous propose qu'on en balaye rapidement le régime sur les points les plus importants. Il y a 4 points, me semble-t-il, qui méritent qu'on s'y arrête. Si j'ai le temps, j'évoquerai un 5e point, qui est le fait de la jurisprudence de la Cour de cassation. On ne l'a pas repris dans le texte, mais je vois qu'il y a quelques notaires dans la salle. Je vais quand même vous en dire un mot, parce que c'est une règle qui est en tout cas, qui n'est pas appliquée aujourd'hui, qui n'est pas appliquée, et le plus souvent, c'est pas très grave, mais ça peut parfois se retourner contre ceux qui ont voulu la respecter. Donc, je commence par le régime, après on va parler de cette sûreté. 4 points. Le premier point, c'est le domaine. Je vais être très rapide puisque, à nouveau, c'est une cession de droit commun, de somme d'argent. Elle est dans le Code civil. C'est un régime polyvalent qui ouvre ses bras à tous. Voilà comment il est défini. On nous dit la propriété d'une somme d'argent, soit en euros, soit en une autre monnaie, peut être cédée à titre de garantie d'une ou plusieurs créances présentes ou futures. Donc, ça peut garantir toutes sortes de créances. Ça peut être établi entre toutes sortes de parties, d'ailleurs françaises comme étrangères. Et surtout, ça peut porter sur toute monnaie, l'euro évidemment, mais le yen, le dollar, toute devise au sens classique du terme. Alors, la question que tout le monde s'est posée au lendemain de ce texte, mais en a-t-on encore l'idée de faire des sûretés de ce type-là? Est-ce qu'on peut faire des sûretés sur les bitcoins en utilisant ce régime? Ben plutôt non, parce que c'est pas de la monnaie. C'est pas de la monnaie, c'est des actifs numériques au sens du Code monétaire et financier. Bon, laissons ça de côté. Deuxième point de régime, c'est la constitution. Comment est-ce qu'on établit une cession de somme d'argent à titre de garantie? Alors, vous allez voir qu'ici, on a concédé à la pratique un outil très souple, d'ailleurs, qui a aucun équivalent dans le paysage actuel des sûretés conventionnelles. Et là, je dois admettre que le premier jet qu'on avait produit avec la commission Grimaldi était beaucoup plus rigoureux que finalement le résultat final. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que ce qui compte pour que la sûreté existe, c'est un écrit, fort bien, on retrouve l'idée que toute sûreté conventionnelle est solennelle, finalement aujourd'hui un écrit à peine de nullité, mais c'est les mentions obligatoires qui déroutent, puisque on vous dit que contrairement aux sûretés conventionnelles habituelles, où il faut respecter le double principe de spécialité, et la créance garantie et l'assiette qu'on affecte en garantie, ben ici, on n'a que l'un des deux termes de l'équation. On a uniquement besoin d'indiquer dans l'écrit la créance en garantie de laquelle la somme d'argent va être cédée. On dit que cet écrit comporte la désignation des créances
garantie. On respecte le principe de spécialité quant à l'obligation de garantie, mais rien n'est dit quant à l'assiette. Autrement dit, vous pouvez signer aujourd'hui un acte de cession de somme d'argent à titre de garantie sans indiquer l'argent que vous allez transmettre. Pourquoi cette contrainte, enfin, pourquoi cette souplesse plutôt, et pourquoi au contraire nous on était dans un avis adverse, mais on s'est rangé aux raisons de ceux qui étaient favorables à cette souplesse. C'est qu'on nous a dit, mais très souvent dans certaines opérations, on ne sait pas. On a besoin d'une garantie évolutive, notamment dans les opérations de couverture. On ne sait pas l'ampleur du risque qui doit être couvert. Donc, on a besoin de pouvoir faire des remises successives qui vont s'enchasser dans l'acte constitutif initial. Bon, donc ça, c'était vraiment l'idée première, et ça a donné un assouplissement tout à fait considérable du principe de spécialité quant à l'assiette, qui est tout simplement aboli. Il n'en est plus question. Alors évidemment, si on rédige, alors on a évidemment le droit d'indiquer le montant de la somme qu'on va céder. Ça, on a le droit de le faire, mais on peut aussi bien ne pas le faire. Si on ne le fait pas, évidemment, on sent qu'il ne va pas se passer grand-chose tant que les sommes ne seront pas remises aux cessionnaires. Et là, pour le coup, le texte vient traiter de cette remise. On nous dit, c'est l'article 2374-2, que la cession est opposable au tiers par la remise de la somme cédée. Et vous voyez, c'est qu'une mesure d'opposabilité. On ne fait pas de la cession de somme d'argent un contrat réel qui ne serait valable et qui n'existerait que par la remise. C'est un contrat qui existe dès qu'on a signé notre contrat et qui devient opposable par la remise de la somme cédée. Admettons quand même que si on a voulu exploiter la faveur que nous fait le législateur en n'imposant pas de mentionner la somme qu'on va céder. J'ai l'impression que la remise, ça va être davantage, quoi qu'en dise le législateur, qu'une simple question d'opposabilité. Si je signe à votre profit une cession de somme d'argent en garantie d'une somme que je vous dois sans indiquer le montant de la somme, je ne vois même pas comment vous pourriez exiger que je vous remette cette somme. Parce que tout simplement, elle ne sera pas l'obligation de la remettre, elle ne sera pas déterminée ou déterminable. Donc, c'est plus que de l'opposabilité. Le transfert de la somme est conditionné à cela. Et même l'effectivité de la sûreté, si on n'a pas indiqué le quantum de la somme dans l'acte constitutif, est subordonnée à la remise, qu'on le veuille ou non. Mais, c'est là que vous allez voir l'intérêt de la chose, si on est dans le contexte d'une procédure collective, là, le texte, la combinaison des deux choses que je vous ai dites, la sûreté est parfaite par un écrit qui n'indique pas le montant de la somme, et deux, la sûreté est opposable par la remise de la somme. La combinaison de ces deux textes dans le contexte d'une procédure collective sur le point de s'ouvrir, c'est extrêmement favorable parce que si on a une cession, acte de cession signé avant la période suspecte, on est à l'abri de tout soupçon. Et si on remet les sommes en question, les sommes, on en remet autant qu'on veut, puisqu'on n'avait pas d'exigence d'indiquer le montant ab initio. Si on remet les sommes dans les dernières semaines qui précèdent l'ouverture, je ne vois pas comment on pourrait en faire grief aux parties, puisque c'est l'opposabilité de la sûreté et ce n'est pas constitutif de la sûreté. Or, on a de la jurisprudence longue comme le bras, qui est rendue à propos de l'hypothèque, du nantissement de part, etc., qui vient dire que la nullité des périodes suspectes, c'est la constitution qui compte, ce n'est pas l'opposabilité. Je peux constituer une hypothèque 3 ans avant la faillite, si je l'inscris 1 semaine avant le dépôt de bilan, la sûreté est quand même valable. Ce n'est pas l'opposabilité qui compte, c'est sa constitution. On voit combien, du coup, la chose pourrait être des plus intéressantes. Évidemment, sous réserve de la fraude, je ne pense pas qu'on tolérera tous les débordements non plus. Le troisième point de régime, et j'en ai quasiment fini, c'est les pouvoirs du cessionnaire. Les pouvoirs du cessionnaire, évidemment, j'allais presque dire la peur change de camp, mais ça peut laisser inquiet le constituant. Vous aliénez une somme d'argent, mais sans tous les preneurs qui aliènent des dépôts de garantie conséquents le savent. C'est-à-dire qu'ils sont inquiets de la restitution du dépôt de garantie. Le bailleur, après tout, pourrait faire de mauvaises affaires, pourrait être insolvable. Donc, quand on aliène une somme d'argent entre les mains d'un cessionnaire, on est craintif des chances de recouvrer cette somme. Donc, il y a une défiance qui est un peu inversée, et on peut craindre aussi, puisque les sommes ne sont pas dans un patrimoine d'affectation ici, on peut craindre que les autres créanciers du cessionnaire s'en emparent en paiement des propres créances qu'ils auraient contre ce cessionnaire. Alors, on n'a pas laissé la chose complètement sans réponse, puisque le texte repose sur un principe auquel on peut déroger. Le principe, c'est que le cessionnaire, celui entre les mains duquel on a remis la somme, il peut librement disposer de la somme cédée. Là, on a un principe qui est dans la droite ligne de la nature translative de cette sûreté. On transfère la propriété d'une somme, dont acte, je suis devenu propriétaire. J'ai donc la liberté d'employer à ma guise cette somme. Si je veux payer mes propres débiteurs avec cette somme,
j'ai le droit de le faire. Si je veux l'affecter moi-même en garantie de mes propres dettes, pourquoi pas? Le tout, c'est que je sois le moment venu en position, en capacité de la restituer. Alors évidemment, si le constituant ne place pas ce niveau de confiance dans son cessionnaire, il peut le contraindre dans l'usage, dans l'emploi qu'il fera de ces sommes, puisque le texte indique qu'une convention contraire est possible, qui précise l'affectation de ces sommes. Et on pourrait donc tout à fait imposer au cessionnaire, dans l'acte constitutif, d'avoir à placer les sommes sur un compte bancaire sans la possibilité de les dépenser, ou toute autre combinaison que les parties auraient plaisir à inventer, et moyennant quoi ben, le champ des possibles reste complètement ouvert. Alors, toujours à propos des pouvoirs du cessionnaire, il y a une question qui était assez complexe, et là-dessus, à nouveau, notre proposition de texte a été légèrement corrigée, c'est sur les revenus produits par les sommes. Puisqu'après tout, de l'argent, surtout en ce moment, ça peut produire des intérêts. Et du coup, il y a quand même un principe en droit des sûretés, c'est que celui qui bénéficie d'une sûreté n'est riche que de la créance qu'il a contre son débiteur. Il n'est pas riche de l'assiette de la garantie. Ce qui fait que si l'assiette de la garantie produit des richesses, produit des revenus, normalement, ces revenus-là sont affectés à la garantie, mais ne sont pas la richesse, ne sont pas une plus-value pour le cessionnaire. Bon, il n'a pas le droit d'appauvrir le constituant. La sûreté, elle est là pour qu'il ait le paiement de la créance garantie, pas davantage. Alors, ce principe-là, il n'est pas simple à combiner avec une cession de somme d'argent en garantie. Alors, ça a donné la distinction suivante. On s'est dit qu'il y a un cas dans lequel ce principe était simple à respecter, c'est quand les sommes ne sont pas à la libre disposition du cessionnaire, mais doivent être placées par lui. Typiquement, si le cessionnaire a l'obligation de placer les sommes sur un compte à terme, il sera assez facile d'identifier les fruits que cette somme a produits. Et dans ce cas-là, on a choisi de dire que les fruits et intérêts produits par les sommes, lorsque le cessionnaire n'a pas la libre disposition de celle-ci, les fruits et intérêts produits par celle-ci accroissent l'assiette de la garantie, sauf que, au contraire, le principe de non-enrichissement est sauf. En revanche, quand le cessionnaire a les coulées franches, quand il a le droit de dépenser l'argent comme il le souhaite, c'est très difficile de savoir si finalement il a fait des placements rentables ou non à partir de ces sommes-là. Donc du coup, là, on s'est dit que la seule manière de faire, mais on n'a rien inventé, ça résultait de toutes les conventions qui nous avaient été communiquées en amont. Alors, on s'était rendu compte que toutes ces conventions prévoyaient la même chose. On disait que Article 1, le cessionnaire est libre de disposer des sommes qui lui est remis à titre de garantie. Il pourra peut-être, à la rigueur, ne pas faire tel ou tel emploi risqué, mais pour tout le reste, il est souverain. Mais il devra rémunérer en quelque sorte le cédant par ce qu'on appelait dans ces conventions une indemnité d'immobilisation. Bon, bah oui, c'est un peu cette idée-là. C'est l'idée de forfaitiser en quelque sorte le profit dont on suppose que le cessionnaire pourra sécréter à partir de la libre disposition des sommes. Alors, ça a été rédigé un peu différemment. Voilà ce que dit le texte. On dit, lorsque le cessionnaire a la libre disposition de la somme cédée, il peut être convenu d'un intérêt au profit du cédant. Il peut être convenu d'un intérêt au profit du cédant. Notre rédaction était plus proche de ce qu'on trouvait en pratique. Là, j'avoue que la référence à un intérêt a un peu dérouté les uns et les autres. Et il y a deux questions, mais je vous donne ma proposition de réponse qui sont nées en pratique à partir de ce texte. La première, c'est qu'il peut être convenu un intérêt au profit du cédant. Mais alors, je sers de l'argent à quelqu'un, je lui cède de l'argent, et puis on peut convenir qu'il me doit un intérêt. Mais quoi, c'est une opération de crédit qui tombe sous le coup du monopole bancaire? Quelle différence entre cette sûreté et une opération de crédit? Alors là, je m'inscris en faux, ça n'a rien d'une opération de crédit. La cause de la remise, c'est pas de mettre à disposition des sommes, c'est pas de prêter de l'argent, c'est de faire une opération de garantie. Si la cause, c'est bien de réaliser une sûreté, il n'y a aucune velléité de prêter, d'être en état de même se frotter à la question du monopole bancaire. Donc ça, je pense qu'on est assez tranquille de ce chef-là. Maintenant, il y a une deuxième difficulté. On nous a dit, mais si on n'a pas envie, de stipuler un intérêt. Alors là, le texte, on en discutait d'ailleurs en préparant cette conférence. Le texte est clair. Il peut être convenu d'un intérêt au profit du cédant, tout comme il peut ne pas être convenu d'un intérêt donc au profit du cédant. Je pense que on s'en sort ainsi assez facilement. Il reste un dernier point dans le régime de la sûreté, c'est la réalisation de la sûreté. Alors, toujours deux hypothèses à distinguer. L'une non pathologique, le débiteur est vertueux, la sûreté aura été une précaution inutile, il rembourse sa dette à l'échéance. Alors, nous dit le texte, eh bien, le cessionnaire restitue au cédant la somme cédée, augmentée s'il y a lieu, des fruits et intérêts, aucun problème. Hypothèse maintenant pathologique, en cas de défaillance du débiteur. Alors là, on a usé d'une formule
à nouveau, je vais la laisser à une discussion qui pourra s'ouvrir. On a dit, le cessionnaire peut imputer le montant de la somme cédée, augmenter s'il y a lieu des frais et intérêts, des fruits et intérêts sur la créance garantie et le cas échéant, il restitue l'excédent. Autrement dit, voilà une banque qui était créancier d'un constituant qui avait cédé des créances à titre de garantie, une somme d'argent à titre de garantie. La banque n'est pas cédée de son crédit, n'est pas payée de son crédit, elle provoque la déchéance du terme et elle entend, je cite le texte, imputer le montant des sommes qu'elle a sous la main, qui avaient été cédées à son profit à titre de garantie, elle les impute sur le montant qui lui est dû. Alors, là où ça déroute un peu, c'est que l'imputation, ce n'est pas une notion de droit civil. L'imputation, c'est une notion de droit comptable. Imputer, ça, les comptables savent le faire. Mais qu'est-ce que c'est en droit civil, ce mécanisme d'imputation? Comment ça marche exactement? Alors, le texte ne le dit pas, mais on peut penser d'abord que c'est un acte de volonté de la part du cessionnaire. Ce n'est pas automatique. On dit qu'il peut imputer, donc il va devoir déjà indiquer sa volonté de réaliser la sûreté. Ça, c'est une première chose. Il n'y a pas de mise en demeure obligatoire, il n'y a pas de délai à respecter, ça peut être très brutal. Mais enfin, il faudra quand même qu'il s'en ouvre auprès du débiteur. Mais au-delà, il y a vraiment des discussions, on pourra les poursuivre ensemble. Est-ce que notamment, est-ce qu'on peut faire ce que les praticiens faisaient dans les conventions de gage espèce? Est-ce qu'on peut ranger ce mécanisme d'imputation sous l'aile rassurante de la compensation? Parce que la compensation, surtout en cas de procédure collective, on a là des créances connexes. On se dit que c'est très confortable, ça résiste à coup sûr à la procédure collective. Est-ce que ça peut être une compensation? Bon, il y a une vieille querelle à propos du gage espèce sur la rectitude de cette qualification juridique. Christian Laroumaine d'un côté qui disait que ça ne pouvait pas fonctionner, la compensation. Il avait une démonstration très savante. D'autres qui plus récemment ont indiqué qu'il fallait admettre que la compensation pouvait être calibrée à leur guise par les parties, de sorte que ça pourrait fonctionner. On rediscutera de tout ça si vous le voulez bien. Il y a un dernier aspect dont le texte ne parle pas. Allez, je termine par là, en m'adressant plus particulièrement à ceux qui reçoivent des ventes d'immeubles, mais parce qu'il y a une vraie difficulté sur laquelle la Cour de cassation alerte les praticiens, mais on se comporte différemment. Supposez que je sois un bailleur, un investisseur institutionnel, j'ai des immeubles qui sont donnés à bail commercial et puis je fais des arbitrages dans mon portefeuille, si bien que je vends un immeuble loué. Bon, je vends un immeuble loué et de sorte que je suis plus le bailleur. Le bailleur, ça devient l'acquéreur des lieux. L'acquéreur des lieux, par l'effet de l'article 1743 du Code civil, il y a une cession de contrat de bail qui s'opère, il devient bailleur à la place du bailleur, donc il devient créancier des loyers. Et donc, il récupère à ce titre les sûretés qui garantissaient les loyers, notamment un éventuel cautionnement, des arrêts fameux de la chambre commerciale qui ont été rendus là-dessus, mais aussi dans l'opinion commune, il récupère le dépôt de garantie, et c'est comme ça qu'on rédige les actes notariés le plus souvent. On dit, ben, écoutez, je vous vends un immeuble et je vous fais un virement de 30 000 euros, 40 000 euros, enfin bref, le montant du dépôt de garantie que le preneur a constitué, dépôt de garantie. Autrement dit, je suis dans mon sujet, hein, c'est une cession de somme d'argent à titre de garantie. Je vous transfère à vous, nouveau créancier, ce dépôt de garantie et vous ferez fort de le restituer au preneur s'il n'y a pas lieu de l'appeler. Bon. Sauf que la Cour de cassation a dit, mais très bien, ça fonctionne bien. Les sûretés se transmettent activement, en effet, avec la créance garantie. Donc, on est dans une cession de contrat et donc dans une cession de loyer. Et donc, les sûretés bénéficient au nouveau créancier qui succède au premier. Soit, à ceci près que si le nouveau créancier n'est pas en position de restituer le dépôt de garantie, ce qui n'est pas complètement une hypothèse d'école, tout de même, qu'est-ce qu'on a fait au fond? La charge qui incombait au premier bailleur de restituer le dépôt de garantie, cette dette qui lui incombait au titre de cette sûreté translative, cette dette, il a prétendu s'en défaire auprès d'un tiers sans demander au preneur son avis. C'est une cession de dette sans l'avis du créancier. La Cour de cassation nous dit, mais ça, c'est pas opposable au créancier. Avant de changer de débiteur, il faut demander son avis au créancier. On est, oui, autrement dit, par l'aspect sûreté du gage espèce, en disant, il suit la créance. Mais attendez, sous la sûreté, le revers de la sûreté, c'est une obligation de restitution. Et si l'obligation de restitution, elle est appelée par le preneur qui a été tout à fait sérieux et que le nouveau bailleur n'est pas capable de restituer, mais qu'est-ce qui se passe? C'est le premier bailleur qui devra restituer des sommes, pourtant, qui s'étaient défaits entre les mains du cessionnaire. Bon, pardon, c'est pas exactement la réforme, mais ça me préoccupe beaucoup comme problème parce que la pratique n'a pas changé. Pourtant, les arrêts sont absolument univoques là-dessus. En tout cas, quand on parle de baux commerciaux, dans la loi de 89 sur les baux d'habitation, le législateur lui-même a prévu la cession de dette du dépôt de garantie. Là, il n'y a pas de difficulté. Merci beaucoup, j'étais un peu long, mais discutons après, si vous voulez.
Merci beaucoup Charles de cet exposé brillant qui rend les auditeurs plus intelligents. Espérons que ça dure quelques instants. Je mets au premier chef évidemment. Je vais passer la parole à la salle pour des questions. Je pense que le président Tricot a des questions et des observations sur sa jurisprudence. Je crois qu'il faudrait que vous mettez là, oui, avec aussi le micro pour la vision, c'est ça? Nous sommes même de la même famille. Quand j'ai entendu votre propos, je prenais tous les risques en venant à votre conférence, car je ne savais pas dans quel sens vous alliez vous exposer. Et vous avez évoqué la règle de 2006, effectivement, sur la présidence. Il n'empêche d'ajouter que le président parle en dernier, que c'est collégial, que le 12, 13, 14, 15, et que c'est le 19 mai. C'est un problème que je connaissais intimement et depuis très longtemps. Il se trouve que le 19 décembre 1969, j'ai toute une thèse à Dijon, sous la direction de Christian Bernard, responsable d'exposition entre autres dans le jury, sur la garantie des crédits bancaires par un titre de créance de somme d'argent. C'est comme ça qu'on décrivait à l'époque ce qu'était une question de créance. Et cette thèse, elle n'a pas eu tout à fait l'avenir que je l'avais prédit parce que je m'étais orienté sur le court terme, moyen terme et long terme, mais sur le court terme, sur l'ancêtre qui s'appelait le CMCC, Crédit de mobilisation des créances commerciales. Il y avait deux formes, une forme garantie et une forme non garantie. J'ai constaté que ce système ne marchait pas du tout. Et deux, la doctrine dominante, plus, l'avait augmenté de façon avec beaucoup de prudence. Le résultat de tout ça, c'est que comme le CMCC n'a jamais marché et qu'il a été remplacé merveilleusement par le DENI, la thèse, une fois soutenue, est devenue une thèse d'histoire du droit. C'est pour ça qu'elle n'a jamais été publiée. Non. Alors, je connaissais bien ce problème. Parce qu'on a, vous l'avez très bien expliqué, on a un débat sur la constitution de sûreté. Et moi, alors je vous parlais d'école et de famille, j'ai été imprégné par un texte merveilleux du doyen Carbonnier dans les polycopiers de Paris. Je ne parlais pas de Paris 1 et Paris 2 à l'époque. Introduction au droit des sûretés. Ça existe toujours. Lisez-le, c'est merveilleux. Ça n'a pas pris une technique. Le problème est de savoir si on peut constituer des sûretés réelles par un simple contrat entre deux parties, dont en particulier l'une est plutôt assez puissante, c'est le banquier, et l'autre n'est pas forcément très courageuse, parce que c'est le débiteur. Mais surtout, si on peut mettre dans ce contrat de sûreté des dispositions, et c'est ça tout l'intérêt, opposables au tiers. Et on est en concurrence directe, non seulement sur les tiers en général, mais sur le droit des procédures collectives, quand ça se passe mal, et souvent, ça se passe mal. Et à ce moment-là, est-ce qu'on peut permettre à deux parties de tordre le bras au droit des procédures collectives, qui est un droit impératif? Alors, dans cet arrêt de 2006, on a dit non. Parce qu'on peut le faire, on peut l'autoriser. Mais ça, c'est aussi, on peut s'adonner que les parties peuvent convenir entre elles, ils peuvent une convention, non seulement avoir un effet mais vis-à-vis des tiers. Pourquoi pas? Seulement, à ce moment-là, chacun fera sa petite sûreté dans son coin, et puis les surprises arrivent. Et on a été très sensible au fait qu'on était entre, si on permettait ça, et Carbonnier l'explique très bien,
de créer un désordre juridique. Alors, je ne dis pas qu'il y a un vide juridique, comme diraient les journalistes, mais il y avait une carence de législateurs. Et je suis très content de constater que 15 ans plus tard, le législateur a comblé cette carence en suivant la pensée de la Cour de cassation. Car je crois que dans un ordre juridique utile à la société, il ne faut pas permettre qu'on puisse créer des sûretés réelles par tas de conventions entre les parties. Il faut que le législateur ait fixé le cadre des sûretés. Alors, je ne vous pose pas de questions, parce que je suis tellement d'accord avec votre famille, avec votre pensée, que, alors, je n'ai pas été surpris du tout, parce que j'avais vécu la doctrine majoritaire mal interprétée le CNCC, je l'ai vécu après vous, la doctrine majoritaire mal interprétée cette position qui me paraît la seule source de paix sociale. Parce que sinon, vous créez le désordre. Le législateur joue sa carte. Pourquoi? Parce que le juge n'a pas un pouvoir, c'est une autorité, et cette autorité a une soumission, c'est celle de la loi. Et si la loi n'a pas parlé, il faut que le juge dise à la loi, je vous en prie, parlez. Et après, je me soumettrai à votre aide. Mais quand vous ne pas parler, je ne veux pas parler à votre place. Je pense que nous partageons la même philosophie. Absolument. Et ça relève l'histoire du canal de Craponne. La Cour de cassation dit qu'il n'y aura pas de, sous mon règne, il n'y aura pas de révision judiciaire pour imprévision. Mais les parties ont le droit de réagir elles-mêmes, ou le législateur peut le créer, donc ça a été 150 ans plus tard. Donc, heureusement que vous n'avez pas eu à attendre. Là, surtout aux écarts, tandis que le législateur, demain, est-ce qu'un hurluberlu pourrait dire, mais en fait, moi, je veux offrir mon immeuble en garantie. Et l'hypothèque, c'est rasoir, ça m'embête. Je veux faire un acte de cession de mon immeuble à titre de garantie. C'est pas possible. Dans le bordereau d'inscription, il y a des limites à la couverture, etc. Et dans l'intérêt des tiers et du crédit, bien entendu. On est en phase. Le législateur a dit 15 ans pour révoquer. Mais c'est bien, il l'a fait. Il a le faiblesse du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Il a répondu l'année suivante avec la fiducie de pouvoir, mais qui était tellement. On ne pouvait pas l'utiliser pour le camp. Voilà. C'est écrit. Merci. Merci à vous. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Une question pour aborder justement ce qui n'avait pas été dit. Il faut peut-être de temps sur l'exposé principal. Pourquoi le nantissement, c'est moins bien alors? Alors, le nantissement, tout dépend du point de vue qu'on adopte. Pour un constituant, le nantissement, pour celui qui affecte en garantie sa créance, ça peut être mieux à certains égards, notamment parce que dans une cession de créance, et là j'ai en tête plusieurs arrêts de la Cour de cassation à propos du DAI, quand je cède ma créance, je perds tout pouvoir sur elle. Au mieux, j'ai un mandat de recouvrement. Donc, la Cour de cassation me refuse la possibilité de faire des mesures conservatoires, demander au GEX face à un débiteur qui menace de plus payer, d'inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire sur son immeuble, j'ai plus le droit de le faire. J'ai plus le droit de déclarer ma créance à sa procédure collective et j'ai encore d'autres actes de créancier qui me sont refusés parce que je suis plus le créancier, je suis jamais qu'un mandataire pour le recouvrement. Donc, pour le constituant, il peut se dire, mais si je garde la titularité de la créance, c'est plus confortable pour moi parce que quelque part, le troisième exemple, c'était les actes interruptifs de prescription. Il peut se dire, mais si j'ai un cessionnaire qui se désintéresse de cette créance, il va la laisser mourir alors que moi, je peux la garder en vie. Maintenant, côté cessionnaire, je pense que la cession gagne par chaos. Pourquoi? Mais parce que comme dans le nantissement, la créance affectée en garantie reste dans le patrimoine du constituant. Elle reste dans le patrimoine du constituant, donc sur le papier, elle est encore aux prises du droit de poursuite des autres créanciers du constituant. Alors, depuis 2021, on est venu dire, à compter de la notification de la sûreté auprès du sous-débiteur, auprès du débiteur de la créance nantie, à compter de cette notification, un droit de rétention né sur la créance nantie
et un droit au paiement direct est exercé par le créancier nanti. Donc, on semble dire qu'il y a un droit exclusif du créancier nanti sur la créance nanti, ce qui paraît être un droit exclusif aussi, qui fonctionne autrement qu'un transfert en propriété et qui paraît être une situation enviable. À ceci près qu'on m'a toujours appris, mais Derrida le disait déjà quand il parlait de procédure collective de droit de rétention, le droit de rétention, c'est le droit de garder par devers soi quelque chose, pas de se l'approprier en paiement. Alors quand on a dit le créancier nanti, il a un droit de rétention sur la créance nanti à compter de la notification, bon déjà on ne sait pas trop ce qui se passe avant la notification, mais surtout à supposer qu'il y ait une notification, il a le droit de percevoir les sommes, de les garder, mais est-ce qu'il a le droit de les imputer en paiement, comme il a le droit de le faire dans la cession? C'est discuté. Alors certains disent on peut jouer sur la compensation des dettes connexes pour justifier qu'il puisse court-circuiter la discipline de procédure collective. J'ai un doute. Maintenant, il y a une dernière, alors pour ceux qui font du financement immobilier, il y a une dernière infirmité, on en parlait récemment avec l'une d'entre vous, quand on nantit une créance hypothécaire, souvent le bailleur de fonds qui a un tel nantissement, il voudra être inscrit sur l'immeuble, il voudra son nom sur l'inscription, pour plein de raisons, mais notamment pour se prémunir d'accidents de parcours comme une mainlevée intempestive, bon ça n'arrive pas, mais on ne sait jamais, bref, il préfère avoir son nom, puis le jour où on distribuera le prix de vente de cet immeuble hypothéqué, il préfère être appelé à l'ordre plutôt que d'avoir par procureur à recevoir ce qui lui est dû. Dans une cession de créance hypothécaire, il n'y a aucun doute que l'hypothèque, elle est sur la tête du cessionnaire. Il reçoit la créance et les accessoires. Il devient titulaire de droit d'hypothèque. Si ça lui chante, il peut s'inscrire comme créancier hypothécaire. Le même bailleur de fonds qui n'a qu'un nantissement de cette créance hypothécaire, je sais qu'il y avait des discussions là-dessus sur la place récemment, mais je ne crois pas qu'il puisse s'inscrire comme créance. Il n'est pas titulaire de l'hypothèque. L'hypothèque, elle reste un droit réel sur la tête du constituant, puisque la créance reste dans son patrimoine. Donc voilà, ça c'est une raison de plus pour des banques qui mettent là un veto en disant je veux avoir mon nom sur le registre. Je ne vois pas comment on peut les rassurer autrement qu'avec la cession, sauf à se lancer dans une vieille figure qu'on a exhumé il y a peu, justement, pour trouver une solution. Quand on ne veut vraiment pas de la cession et qu'on veut un nantissement, c'est la subrogation dans l'hypothèque. C'est la combinaison infernale, un nantissement de créance hypothécaire plus une subrogation dans l'hypothèque et uniquement dans l'hypothèque. C'est un acte de cession de l'hypothèque. C'est franchement assez bizarre pour passer sa route et préférer une cession. Bon, c'est des exemples parmi d'autres. Et donc, la cession, oui, c'est plus rassurant qu'un nantissement pour le banquier. J'avais encore une question, peut-être si le temps nous le permet. Donc, c'était effectivement la question des arguments sur l'acceptation de la cession de droit commun, comme pourrait être acceptée la cession d'AI. Vous pouvez nous en donner quelques traits rapides? Alors, j'ai deux arguments essentiels pour dire qu'on pourrait reproduire dans le régime de la cession de créance de droit commun ce qui existe dans le DAI grâce à cette fameuse acceptation. Le premier, c'est que le législateur lui-même a dit que si le débiteur de la créance cédée donnait acte de la cession, donc en prenait acte de manière un peu plus énergique qu'un débiteur qui passivement se voit notifier la cession. S'il prend acte de la cession, il ne peut plus opposer déjà la compensation qu'il aurait pu faire valoir contre le cédant. C'est le début d'une renonciation, qu'on le veuille ou non. Ça, c'est une amorce encourageante. La deuxième raison, c'est que dans le nouveau régime de la novation, alors c'est affreusement technique, pardon, mais c'est l'argument massue pour moi, dans le nouveau régime de la novation par changement de créancier, donc quand j'ai envie qu'un créancier me succède par le biais d'une novation, c'est un nouveau lien de droit et pas une cession du lien de droit préexistant, un nouveau lien de droit avec un créancier qui recueille ce qui m'était dû, mais au titre d'un nouveau rapport d'obligation. Évidemment, comme c'est un nouveau lien de droit, le débiteur n'a plus aucune exception à opposer à ce nouveau créancier. Il ne peut plus lui opposer aucune exception. Alors évidemment, une novation par changement de créancier, ça doit se faire avec l'accord du débiteur. Il doit accepter ce nouveau lien de droit avec un créancier. Où est-ce que je veux en venir? C'est que les nouveaux textes permettent l'accord du débiteur par anticipation à une novation par changement de créancier. Autrement dit, ce qu'on dit à un débiteur aujourd'hui en droit français, c'est qu'alors que j'ai un créancier aujourd'hui à qui je dois des sommes, je peux accepter dès l'acte créateur du lien de droit, je peux accepter qu'il fasse une novation par changement de créancier à laquelle j'accorde un blanc-seing d'emblée, et donc ça veut dire que je renonce d'emblée à tous mes moyens de défense à l'égard de ce nouveau créancier, si c'est permis
dans une innovation par changement de principe, pourquoi ce ne serait pas permis dans une session de créance? Bon, c'est un argument d'analogie, mais que je trouve assez fort, qui pourrait convaincre, je trouve. Voilà. Merci à nouveau de cette conférence. Et donc, je laisse la place à notre nouveau président. Merci, Guillaume. Je voudrais remercier également le professeur Gisbert de cette conférence effectivement brillante, mais intense en termes de contenu. Et je pense qu'un peu de réflexion nous aidera à rester intelligent, comme Guillaume le suggérait. Avant de vous convier pour notre pot d'accueil et de l'amitié, je vais vous rappeler, si vous voulez bien, nos prochains événements. Alors, le premier, mais pas le moindre, c'est évidemment le colloque annuel de Deauville, les 24 et 25 mars, sur les nouveaux défis lancés à la gouvernance. Il reste, comme on dit couramment, quelques places et n'hésitez pas à vous y précipiter. Nous vous y attendons avec plaisir. Le 22 mai 2023, nous tiendrons probablement une assemblée générale extraordinaire pour évoquer le toilettage des statuts que le président Rinclet a annoncé tout à l'heure. Et puis, nous aurons une très belle conférence sur le thème « Le commerce des biens virtuels, de la théorie à la pratique » par Guylaine Kapandji, qui a été commissaire-priseur et qui est donc commissaire de justice, mais dédié à cette activité. Le 19 juin, autre événement, une conférence sur le thème de la réforme des contrats spéciaux avec Philippe Stoffelmann, qui est donc le président de la commission de réforme des contrats spéciaux et qui viendra donc évoquer ce sujet bientôt brûlant d'actualité, puisqu'il n'est pas exclu que le texte soit dans sa forme définitive à ce moment-là. J'espère que nous aurons cette primeur. Nous passerons ensuite les vacances pour rejoindre Toulouse le 22 septembre pour nos 10e assises de la prévention des difficultés des entreprises, auxquelles je vous invite également à nous rejoindre en réservant tout le week-end. Il y aura certainement à faire. Le voyage d'études de droit et commerce se déroulera du 1er au 13 novembre. Les inscriptions ne sont pas encore closes. Je vous rappelle qu'il nous emmènera au Japon. Et nous achèverons l'année 2023 sur les entretiens des droits de l'Union européenne qui se tiendront à Luxembourg avec le concours du barreau du Luxembourg, de l'Université du Luxembourg et de la délégation des barreaux de France. Et bien entendu, sous l'autorité de l'association Droit et Commerce. Vous le voyez, nous avons un programme dense et j'espère que ce sera autant d'occasions amicales de nous retrouver. Et maintenant, je vous invite à nous rejoindre dans l'atrium pour ce verre. Merci. Merci, professeur.